Bonjour, vidéo T008B, toujours le système Mamiya. Cette fois-ci, nous allons parler des Mamiya 6.6. Alors, les Mamiya 6.6, je ne sais pas quand ça a commencé. Il y a eu 3 générations, ça j'en suis sûr, alors je n'en ai pas à vous présenter, parce que je n'en ai pas, de Mamiya 6.6 professionnels, hein, on parle que des boîtiers professionnels pour l'instant. Les autres, je ne les connais pas. Donc on a eu la Rolls-Royce du Leica, la Rolls-Royce du 6.6 était le 6.6 biobjectif type Rolleiflex, voilà. Et donc le format carré n'imposant pas de carrage vertical va très bien avec la forme biobjectif, qui est une forme finalement pas trop chère à fabriquer. Alors pas trop cher à fabriquer pour la bonne et simple raison que si vous faites ça intelligemment, l'objectif de visée peut être les objectifs de prise de vue qui ne passeraient pas le contrôle qualité. Voilà. Et donc du coup, même si vous mettez des objectifs plus compliqués dans le système de visée, vous pouvez aussi mettre des objectifs que vous ne pourriez pas vendre dans le système de visée. Voilà. Rolleiflex a pris un choix différent. Les objectifs de visée et les objectifs de prise de vue sont complètement différents, mais ils sont complètement différents. Voilà, donc ce sont des Eidosmat ou des choses comme ça qu'il fabriquait lui-même. Et puis les objectifs de, donc c'est des triplets de base, hein, façon, c'est des triplets de base, et les objectifs de prise de vue sont des Tessar, des planars, et des Xénotars et des Xénars. Mamiya, Mamiya a choisi de faire différemment. Chez Mamiya, normalement, l'objectif de prise de vue et l'objectif de visée est le même. Voilà. Donc, quand vous avez un 105 à 6 lentilles, l'objectif de visée, c'est un 105 à 6 lentilles. L'avantage de Rolleiflex, c'est que du coup, ils peuvent mettre des objectifs de 3.8, 3.5, 2.8, de visée pas trop cher. L'avantage de Mamiya, donc, c'est que, et du possesseur de Mamiya, c'est qu'éventuellement, s'il a un souci sur une lentille de son objectif de visée, de prise de vue, il peut regarder avec l'objectif de visée s'il ne peut pas intervertir, parce que ce sont des groupes optiques qui ont la même focale pour que ça fonctionne. Le gros avantage de Mamiya sur le biobjectif, c'est qu'ils ont réussi avec la série C de faire des objectifs interchangeables. Donc les objectifs sont sur une planchette, attachés ensemble, et vous changez la planchette avec les deux objectifs pour mettre une planchette avec deux autres objectifs. Et ainsi, vous avez une gamme d'angles de champ et de focale qui va de mémoire de 55 mm jusqu'à 180 mm. La mise au point se fait par soufflet, et donc permet, avec les objectifs de focale courte, de faire jusque de la macro. Voilà, avec. Bien sûr, ce sont des bi-objectifs, donc il y a une parallaxe entre l'objectif de visée et l'objectif de prise de vue, mais M. Mamiya a pensé à tout. Et c'est ici que l'on va commencer à voir la différence entre la lignée des deux et la lignée des trois. Donc on a C2, C3, C22, C23, C220, C330. Voilà. Les boîtiers 2 sont des boîtiers simplifiés, avec une avance par bouton, un armement séparé de l'obturateur et une compensation de parallaxe par une simple gravure sur le verre dépoli. Voilà. Donc en fonction du grandissement, ça dit tu décales de temps. Dans la série C3, donc C3, C33, C330, l'avancement se fait par une manivelle avec armement de l'obturateur couplé. Et vous avez une jolie petite fléchette rouge qui se déplace sous le dépoli pour vous dire de combien il faut recadrer le haut, où il faut mettre le haut de l'image pour compenser la parallaxe. Voilà. Ce qui est différent du système de
des Rolleiflex, qui lui a un système de compensation de parallaxe où un cadre se déplace sous le dépoli pour montrer le champ cadré. Voilà, le champ cadré. Alors, ce que Rolleiflex a pu faire facilement parce que l'objectif est fixe, Mamiya ne pouvait pas le faire, puisque ça dépend de la focale que vous avez. La différence de cadrage, la convergence ne serait pas exactement la même par rapport au déplacement du soufflet, puisque la focale ne serait pas la même. Donc, Mamiya a trouvé une façon différente de faire. Le dos est fixe, non interchangeable, et est capable de faire du film 120 ou 220. Enfin, on peut mettre les deux films, voilà. Il est capable de gérer les deux films. De mémoire, c'est de mémoire. Alors, je sais qu'il y en a un Courbevoie, spécialiste du Mamiya, et donc, qu'il me mette dans les commentaires mes imprécisions, et ainsi de suite. C'est un système... la mise au point se fait par soufflet, avec un bouton que l'on peut actionner de la main droite ou de la main gauche, indifféremment. Voilà. Il y a un bouton côté gauche et un bouton côté droite. Donc on va se retrouver avec un déclencheur main gauche qu'on va tenir comme un Hasselblad, et puis on va avoir le bouton, la manivelle et le bouton de mise au point. Et donc c'est pas comme un Rolleiflex où on est obligé tout le temps de changer de visée, de main pour pouvoir avancer son film, armer son film, déclencher son appareil, ainsi de suite. Bien sûr, la visée est inversée droite-gauche, et alors, chose intéressante sur cette série-là, c'est qu'il y avait des prismes à base de miroirs, qui s'appellent des poroflex ou des choses comme ça, dont notamment un qui a été fabriqué par Nikon. Voilà, donc vous pouvez trouver un prisme pour Mamiya. Alors c'est plutôt à l'époque du C2, C3, mais je crois qu'ils sont tous intercompatibles. C2, C3, où vous pouvez trouver des prismes marqués Nippon Kogaku, et donc fabriqués par Nikon. C'est un système, bien sûr, qui a souffert de la comparaison de l'aura des systèmes allemands, alors que ça soit en Europe, aux États-Unis, ou voire même au Japon. Voilà, ça n'était pas un Rolleiflex, ça n'était pas un objectif Zeiss, donc forcément, ça n'était pas bien. Et ça a été réputé être, entre guillemets, le plus mauvais système 6.6 possible et imaginable. Voilà. Ceux qui les utilisent sont bien sûr pas du tout de cet avis. Et moi, comme je ne l'utilise pas, et que je demande simplement à voir, à faire, à utiliser un jour, voilà, pour se rendre compte si ça tient ses promesses ou pas. Sur le papier, c'est un système qui est bien tentant parce qu'on a les objectifs interchangeables. Et sur le papier, on s'aperçoit aussi que c'est un système relativement lourd. Alors bien sûr lourd si on le compare par rapport à un Rolleiflex, mais le Rolleiflex, il n'a pas la mise au point, il n'a pas les objectifs interchangeables, il n'a pas une mise au point par soufflet qui va jusqu'à... il y a 6 ou 8 cm de tirage sur le soufflet, c'est énorme, énorme, énorme. Vous pouvez quasiment aller jusqu'en grandissement 1 avec les focales les plus courtes. Voilà. Et donc du coup, il y a notamment un ou deux accessoires qui sont intéressants chez Mamiya à avoir pour quand on s'intéresse à ces boîtiers-là, qui sont les systèmes de gestion de la parallaxe. Donc ce sont des paraméteurs qui se fixent entre le trépied et l'appareil photo, et il y en a deux modèles. Donc il y en a un où c'est une petite colonne sur le côté avec une crémaillère, on monte l'appareil de façon à faire passer l'objectif de prise de vue à la place de l'objectif de visée, donc une crémaillère, hop, et puis ça soulève le boîtier d'exactement la quantité qu'il faut bien. Et puis il y en a un autre qui doit être bien sympa à utiliser, où c'est carrément un levier avec une cam, et donc vous appuyez sur le levier, ça soulève le boîtier, et le bout de la cam vient appuyer sur le déclencheur. Donc on pourrait presque faire de la photo instantanée avec. Voilà. Faire de la photo rapide avec. Voilà. Bon, comme tous les Mamiya, il y a des gens qui en sont très très contents, et en général les utilisateurs sont très très contents de leur système Mamiya.
En 6.6, il y a eu un autre modèle d'appareil photo qui lui est apparu dans les années 80-90 à peu près, qui est le Mamiya 6 et le Mamiya 6 MF, multiformat. Le Mamiya 6 est un télémétrique, est un appareil photo télémétrique comme les Leica, comme ceci est un Mamiya Press Super 23. Donc on a un système de mise au point avec un viseur et puis on a un système de télémètre qui permet de faire la mise au point. Donc c'est un télémétrique moderne qui a toujours ses aficionados voilà, avec une gamme d'objectifs interchangeables, 75 mm, ça c'est pour la focale standard, et puis il y a d'autres focales, il devait y avoir un petit télé, et puis un petit grand angle, équivalent du 35 mm. C'était un système qui m'avait intéressé à une époque, mais c'était trop cher, donc j'ai laissé tomber. Et c'est à peu près tout ce que l'on peut dire pour les 6.6. Alors, on va continuer sur le 6.7. Donc le 6.7, le 6.7 est un ancien format développé par... alors je ne sais pas qui a inventé le 6.7, hein, on s'en fout. Mais Linhof le qualifiait de format idéal. Alors Linhof avait son propre format qui était le 54-72. Voilà. Et 54-72 parce que ça fait des belles proportions qui vont bien entre... voilà, mais grosso modo c'est du 6.7. Et donc Mamiya a développé un boîtier réflexe. Alors j'en ai pas à vous montrer. Un boîtier réflexe qui a perduré, et donc c'est un système qui a perduré jusqu'au RZ modèle 2, RZ Pro 2, pardon, RZ Pro 2, et donc qui a perduré pendant très très longtemps. Le premier RB, ça doit être 1960-1965, voilà, ou 1968 peut-être. Et le RZ Pro 2, eh ben, ça s'est fini quand Phase One a racheté Mamiya. Voilà. Et donc du RB au RZ, ce sont des 6.7 qui offrent la particularité d'être à dos rotatif. C'est-à-dire c'est tout le dos qui tourne et du coup vous pouvez faire du cadrage vertical avec une visée façon Hasselblad vue d'en haut. Voilà. C'est très très confortable à utiliser. Moi j'ai porté des kilos et des kilos de RZ parce que quand j'étais gamin je portais les valises pour un photographe professionnel et il était en RZ. Il m'a laissé faire quelques prises de vue, de reproduction et choses comme ça avec le RZ, donc c'est un appareil que j'ai manipulé. Même il y a RB Pro S, je connais quelqu'un qui en a un, je n'ai jamais lu que son avis, ni lu que les tests dans Photargus. Voilà. J'ai même jamais eu en main un RB, enfin si à Bièvre, j'ai dû regarder dedans. Voilà. Donc le RB est un boîtier tout mécanique, avec le dos qui tourne, et donc c'est un réflexe qui fait format 7 cm par 7 cm, dans lequel un dos tourne pour faire du format 6 par 7 cm. Voilà. Le RB Pro S est une évolution du RB qui permet d'utiliser un dos moteur qui est en format 6 par 8 cm. Donc il est un peu plus, il est un peu plus d'envergure que le 6.7 et il est voilà, donc et il offre une autre proportion de format et surtout il offre l'avance électrique du dos. Parce que le RB et RZ, le RB est totalement mécanique et utilise le standard Baby Graflock pour fixer les dos au boîtier. Et ce standard-là, du fait que le dos tournait et ainsi de suite, il n'y a pas de couplage mécanique pour faire avancer le film. Et donc, du coup, vous avez un levier pour armer le boîtier et puis vous avancez le film. Voilà, vous faites une photo, clac, plof, plof.
Voilà. C'est un coup à prendre, et ainsi de suite, voilà, il n'y a pas de souci. Et donc pour pallier ce problème d'avancement séparé, ils ont fait des dos au standard Baby Graphlog, toujours, avec une avance électrique, avec un petit moteur électrique qui avance d'une vue. Donc il y a un couplage entre le boîtier, alors ça dépend du modèle, mais il y a un couplage entre, parce qu'il y a eu plusieurs modèles de ce dos-là, il y a un couplage entre le boîtier et le dos, et puis quand vous avez déclenché, et ben, le dos avance la vue comme il faut, alors il y a une version qui fonctionne avec le moteur dessous, donc ça réarme le boîtier, ça fait avancer le dos, et puis voilà, et le fait qu'il n'y ait pas de couplage autre que électrique, finalement c'est un couplage électrique, et donc ça fonctionne, et puis voilà, vous êtes content, et vous n'avez plus le souci de dire « Ah, j'ai armé le boîtier, mais j'ai pas armé le dos ». Voilà, et éviter les superpositions. Ce boîtier a évolué dans les années 80 avec la version RZ, qui du coup est devenu un boîtier électronique, avec la même baïonnette que le RB, mais les objectifs sont différents. Sur un RZ, on peut monter les objectifs de RB. Sur un RB, on ne peut pas utiliser les objectifs de RZ parce que l'obturateur n'est plus mécanique, mais il est électronique. Voilà. Donc, le RZ est un boîtier donc, qui fonctionne avec des piles. C'est pas très gourmand, hein, et puis toujours avec ce dos qui tourne, dos différent cette fois-ci, avec un couplage mécanique de l'avance du dos. Donc quand vous armez le levier du boîtier, ben, vous avancez votre pellicule d'un cran, et quand vous chargez votre dos et que vous voulez avancer la vue, le film à la première vue, et ben, vous pompez sur le levier du boîtier, et puis ça avance le dos à la première vue. Voilà. Et quand vous avez fini votre 10e vue, parce qu'en 6-7 on fait 10 vues par film, et bien vous n'utilisez que le levier du boîtier, et c'est vraiment très confortable à utiliser. Voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de manivelle à replier, à déplier, et ainsi de suite. Voilà, ça marche vraiment très bien. Et les dos de RZ, bah, quand vous les chargez, que vous n'avez pas le boîtier, bah, vous avez un petit bouton molleté, vous tournez, et vous avancez votre dos, et puis il avance, et puis vous le donnez à votre photographe, et puis lui, tac, et plaf, il continue sa prise de vue. Voilà. C'est vraiment un système pensé pour être productif. Quand vous êtes photographe professionnel, votre but c'est de faire des photos pour les vendre, pas de manipuler des boîtiers, tourner des manivelles et ainsi de suite, et vous dire faut que je mette le levier comme ci, la marche arrière avant, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est vraiment un boîtier, c'est vraiment un système très bien. Et donc si on continue, eh ben, on va... donc cette gamme de RB à RZ a duré pendant très longtemps, et a elle aussi au moins 2 générations différentes d'objectifs. Moi je serais presque tenté de dire qu'il y a 3 générations d'objectifs. Il y a les objectifs qui datent du RB en forme de trompette. Alors ils sont faciles à reconnaître parce que devant l'obturateur, la partie de l'objectif qui est devant l'obturateur, qui est centrale, qui est dans l'objectif, est en forme de trompette. Voilà. Donc ils sont reconnaissables, il n'y a pas de souci. Ça me fait penser que j'ai oublié de dire quelque chose sur les objectifs du 6.6. Bon. Et donc, les objectifs qui sont trompettes pour le RB. Après, quand le RZ est sorti, il y a eu un recalcul des objectifs, et donc qui a profité aux objectifs du RB, qui ont été recalculés aussi. Et là, on a des objectifs qui sont cylindriques. Voilà. Et après, il y a eu la série KL, où là, ils ont cherché à faire des objectifs avec la meilleure résolution possible, et que des objectifs KL qu'on va retrouver en monture RB Pro S et en monture RZ Pro Modèle 2. Voilà. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de changement au niveau des baïonnettes. Donc on peut vraiment monter sur n'importe quel RZ, n'importe quel objectif de RB. Voilà. Mais l'inverse ne se fait pas. Par contre, bien sûr, il n'en est pas de même pour les dos. Et donc, on ne peut
quasiment monté sur un boîtier que le dos de sa génération. Donc les RZ Pro Model 2, il faut des dos de RZ Pro Model 2. On ne peut pas monter un dos de RZ première version, une chose comme ça. Il faut lire les modes d'emploi, il faut aller sur les forums et se renseigner avant. Parce que bon, je sais qu'entre le modèle 2 et le premier modèle, il y a eu un changement qui fait que les dos sont incompatibles. Voilà. Donc voilà à peu près tout ce que l'on pouvait dire sur le RB. Il y a eu un autre Mamiya 6.7 qui est un télémétrique et qui est donc en fait l'évolution du Mamiya 6 et 6MF et qui est donc le Mamiya 7 et 7.2. Voilà. Et donc ça c'est un boîtier que j'ai envisagé très très sérieusement puisque j'en ai acheté un sur eBay qui n'est jamais arrivé comme par hasard, voilà, et qui a été volé ou qui n'a jamais été expédié, c'est possible aussi. Parce que quand vous mettez un truc aux enchères et puis que vous dites, bon, bah, ça part à 12 000, je vais le mettre aux enchères. Et puis quand vous dites, tiens, oui, mais si je mets un prix de départ à 10 000 et si l'enchère ne fonctionne pas, eBay me fait payer des frais comme si j'avais gagné 10 000. C'est ça le problème. C'est pour ça que les prix de réserve et tout ça, il y en a très très peu, parce que si l'enchère ne fonctionne pas, vous payez quand même au prorata du prix que vous en espériez, votre mise en vente. Et donc, le mec dit, bon, bah, j'ai un boîtier à vendre, je vais le mettre en vente, je ne mets pas de prix de réserve, et puis comme il y avait 0 feedback en tant que vendeur, ça peut être. Effectivement, ça peut être. Et en Chine, voilà, donc moi je mets l'équivalent de 200, je ne sais pas si c'est 200 euros ou 200 roupies, enfin bon, voilà. Donc mon enchère est prise en compte. Et puis bah, il n'est jamais arrivé, parce que le gars, il n'y a que moi qui est truc, et puis il dit, bah non, je ne vais pas le vendre pour 200, mais il a marqué qu'il avait été expédié. Moi j'ai dit, il n'est jamais arrivé. Et j'ai jamais été remboursé par PayPal. Voilà. Donc quand on dit PayPal vous garantit d'aller vous envoyer vous faire foutre parce que vous n'avez jamais reçu le truc, Enfin bref. Donc voilà, donc c'est un boîtier, c'est un système que j'ai envisagé. Et ça a des objectifs. Alors là, il n'y a qu'une génération d'objectifs parce que c'est un système qui finalement a duré très très peu de temps, une petite dizaine d'années, quelque chose comme ça. Ça a dû commencer à arriver dans les années 90 et puis ça a dû disparaître dans les années 2005, 2010, chose comme ça. Voilà. Et donc il y a eu 2 modèles, le 7, le 7.2. Le 7.2 étant une évolution du 7. Hein, ils ont amélioré un peu le plastique autour, le pose-mètre et ainsi de suite. Bon, voilà. Par contre, les objectifs sont vraiment très très bien. Et si vous faites des recherches sur Flickr de gens qui utilisent encore ces boîtiers-là, ou vous recherchez des photos anciennes faites avec ces boîtiers-là, c'est vraiment une qualité optique bien. Et c'est ça qui est intéressant chez Mamiya, c'est que la qualité des objectifs peut être bonne, très bonne, voire excellente. Hein, et n'a absolument pas à rougir devant des optiques Fridolin, quoi. Enfin bref. Donc du coup, donc c'est quelque chose. Donc c'est un 6.7 qui est fait du format 120 ou 220. Il y a un petit inverseur dedans hein, pour faire les différents formats. Et puis, mais qui n'est pas à dos interchangeable bien sûr. Et c'est un 6.7 télémétrique. Les objectifs, il y a un 43 mm qui donne un angle de champ type 100-120 degrés. Non seulement pas 120 degrés, mais c'est vraiment un angle de champ très très large. 43 mm en 6.7, c'est énorme. Il y a un 43 mm, il y a un 50. Il y a un 150 pour le portrait. Et voilà. Bon, j'en ai déjà eu un dans les mains une fois ou deux pour regarder, pour voir. C'est un gros télémétrique.
Il y en a qui n'aiment pas, c'est capoté en plastique, on n'aime pas. Enfin bref, voilà. Et puis bon, on va s'arrêter là, parce que bon, comme ça fera des vidéos courtes. Donc sur le 6.7, donc voilà. Soyez éco, hein, pour essayer de comprendre, optimiser, puis faites des images quand même un peu. Hein. Au revoir.